Bonjour, je suis Jean-François Masson, directeur des achats de grains chez Greenfield et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais parler. Le référencement, ben oui, hey, vous pouvez aller mettre une note de 5 étoiles sur Apple et Spotify. Puis j'ai remarqué aussi que Balado Québec, puis il y a même d'autres applications où est-ce que vous pouvez aller mettre des notes. Fait que profitez-en, allez donner des notes. Et puis aussi, s'il y en a qui veulent en écouter un petit peu plus, il y a le site Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel à 4$ par mois. J'ai 3 émissions en exclusivité là-dessus, dont Christian en équipe de 1. Dion et Couture remettent les pendules à l'heure. Ça, j'étais avec Alexandre Couture, mon agronome, puis on jase de l'actualité pas mal agricole. Et puis aussi le Team Patreon qu'on fait une fois de temps en temps avec les abonnés Patreon. Hey, aujourd'hui, je suis avec Jean-François Masson. Salut Jean-François. Salut Christian. Hey, ça va bien mon homme? Oui, toi? Good, ben oui, ben oui. Hey, nous autres, Jean-François, on s'est connus à l'été 2022. Dans le fond, à la tournée des grandes cultures, Jean-Philippe Boucher nous avait mis en équipe ensemble. Donc, ouais, exact. Ouais. C'est la première fois, dans le fond, qu'on se parlait puis qu'on se côtoyait. Puis en tout cas, je profite pour le dire en même temps que s'il y en a qui ça eu le temps de participer à ça, souvent c'est au mois d'août, quasiment à fin août. Hein? C'est la semaine avant Expo Champ d'habitude. Ouais, dans la semaine avant Expo Champ, d'aller participer à ça, écoute, c'est super le fun. Il y a une belle camaraderie, on apprend beaucoup, puis ça donne une petite journée de congé. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous promener en char, vous regardez les champs, puis il n'y a pas votre blonde qui vous dit à côté, t'es tout le temps en train de regarder les champs, parce que vous êtes là pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, tant qu'à y être, l'état des cultures sur l'application de GrainWiz, là, si vous pouvez aller remplir ça à chaque semaine. Je pense que là, c'est offert dans toutes les régions à partir de 2023. Si je ne m'abuse. On a ajouté, il y a eu pas mal de régions d'ajouter. Il y a eu le blé aussi, là, Ouais. toutes les différentes formes de blé, le blé d'automne, le blé de printemps, tout ça. Puis c'est sûr que le maïs, ça, il y a comme depuis, je pense que c'est la 4e année qu'on fait l'état des cultures. C'est ça. Puis, on parle un peu de l'état des cultures parce que Jean-François, via Greenfield Ethanol, où est-ce que tu travailles, vous êtes des commanditaires aussi de l'état des cultures et de la tournée aussi. Ouais. Parce que c'est 2 affaires séparées. Il faut juste. Good. Hey, écoute, Jean-François, moi, j'aime ça au podcast. Faire découvrir du monde, faire découvrir des personnalités dans l'agriculture, dont toi, tu es un intervenant. Tu n'es pas agriculteur en tant que tel, mais tu travailles dans l'agriculture depuis tout le temps. Ouais. Et puis, c'est ce que j'aime de faire découvrir au monde. Fait aujourd'hui, ben, c'est à ton tour. C'est toi qu'on va découvrir. Super, ça. Fait qu'on va commencer avec tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme études au début de ta vie? Ben, si on veut. Ouais. Ouais, ben, dans le fond, j'ai fait une technique, moi, dans ce qu'on appelait dans le temps GEA, Gestion et Exploitation d'entreprise agricole au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Puis, je suis allé là parce que dans le fond, ma mère elle vient d'une ferme laitière. Là, c'est mon oncle qui a les terres. Il n'y a plus de vaches. Là. Il a racheté ça de mon grand-père, mais j'ai quand même passé mon enfance, mon adolescence sur la ferme là, qui était dans le temps à mon oncle puis mon grand-père. Là. Fait que, qui est situé à Varennes, là, justement, où il y a présentement l'usine de Greenfield. Là, j'ai déjà travaillé ces terres-là avant, là, donc c'est là que j'ai pris goût à l'agriculture, puis je suis allé étudier au Cégep de Saint-Jean là-dedans. On parle dans quelles années, ça, que tu as commencé à étudier là? J'ai commencé, d'après moi, septembre 97, d'après moi, quelque chose comme ça. OK, 96-97. tu es plus jeune que moi un petit peu.
OK, ça se peut, Parce que ça se moi, peut. j'étais allé à l'ITA Saint-Hyacinthe, j'ai commencé à l'automne 95. OK, non, c'était avant ça, ouais. C'est ça. Fait Ben, c'était que, après ça, ouais. ouais, c'était après ça. C'est ça. C'est Fait que, ça. GEEA, on avait appelé ça, nous autres, groupe d'étudiants énergétiques et alcooliques. Ah, bon, OK, c'est bon. Ben, c'est un stage pour prendre de la bière. Dans le fond, tu sais, t'es tout le temps sur ta ferme. Là, tu te retrouves à Saint-Hyacinthe. Tu sais, c'est comme des torts au printemps dans le clos, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'arrivais du secondaire, un peu plus libre au cégep puis tout, là. Fait que, ouais. Exact. T'étais plus chez tes parents, là. Fait que c'est ça. C'est comme ça. une tort dans le clos au printemps. C'est ça. Puis, avec qui t'étais à l'école? Ouais, ben c'est ça qu'on a discuté un peu, là. J'étais allé à l'école avec un de tes anciens intervenants, là. J'ai fait ben, les premières années avec Patrick Racine, là, que tu as reçu, là, je pense l'année passée sur ton podcast, là. Oui. Je pense qu'il n'a pas tout fait, là. Il a été faire un DEP par la suite, là, je pense, Patrick, là, mais on s'est connus là, entre autres. Là. Fait que, ouais. Plein d'autres mondes, là, mais ouais, entre autres. Oui. Ben oui, ben, bon, Patrick Racine, ouais, c'est parce que lui, il fait gros d'études de tracteur à cette heure, puis... Ouais. Parce que dans le fond, où est-ce qu'il reste? Ben, Saint-Jean-sur-Richelieu, ça. Il est à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le fond, là. Ouais, c'est moi à Varennes qui est un petit peu plus loin là, de Saint-Jean. Là. En tout cas, c'est une histoire de demande de cégep que j'ai faite au deuxième tour là, à Saint-Jean, puis il n'y avait plus de place à Saint-Hyacinthe. Je me suis dit, je vais aller commencer à Saint-Jean, puis je verrai après ça à la l'UTA. Mais là, un coup que tu as rencontré du monde, puis que tu as commencé, puis que tu as fait 2 sessions, ben, j'ai fini par tout faire mon cours. Là. OK. Puis une fois que tu as eu ton DEC, as-tu été à l'université après ça? Non, je suis pas allé à l'université. En fait, dans le temps, ce qui arrivait, c'est que la coop fédérée, là, qu'on appelait dans le temps, ils faisaient des entrevues avec des finissants. Comme quand on était dans notre dernière session, ils venaient au cégep, là, puis on avait une feuille, puis on s'inscrivait si on était intéressé à faire des entrevues. Puis là, on allait passer des entrevues, puis s'ils trouvaient qu'on faisait l'affaire ou que en tout cas, qui était satisfait de l'entrevue, ben là, il nous référait à plusieurs coops locales, si on veut, comme pour des postes là, tu sais, de représentants, que ce soit végétal ou en production laitière, des choses comme ça. Puis ben moi, j'ai fait ça. J'étais allé faire une entrevue là, avec du monde de la coop fédérée qui était venu au cégep. Et puis, après mes études, j'ai commencé comme représentant, ça s'appelait la coop des cantons dans le temps, là, que le siège social était à Quaticook. Moi, j'ai couvert plus la région de Windsor, Brompton, Stoke, Cookshire, ces coins-là, là, comme j'ai commencé là à peu près 3 ans. Je faisais du suivi au niveau végétal, mais aussi au niveau des troupeaux laitiers. OK. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine. Ça a été ma première job, si on veut, ma vraie job dans le domaine agricole, à part les fois que j'ai travaillé sur des fermes puis des choses comme ça. Non, ouais, c'est ça. Là, c'est complètement ailleurs, là. Là, c'est de la rencontre de monde. C'est ça. Tu sors de l'école, puis après ça, bon, ils te mettent dans un char, puis il faut aller rencontrer des producteurs. Il faut que faut que tu sois dégourdi un peu, là, parce que c'est pas tout le monde qui sont... qui ont non, une certaine facilité d'aller rencontrer le monde, là. Je pense que j'ai tout le temps eu une certaine facilité là, sociale. Là. J'ai pas trop de misère à jaser au monde puis à me créer des liens puis tout ça. Là. C'est sûr qu'au début, c'est un peu intimidant. Là. Toi, tu arrives, tu as 20 ans, puis tu t'en vas voir un monsieur de 53 que ça fait depuis qu'il est né, qui tire des vaches chez eux, puis qui nourrit, puis toi, tu vas aller dire comment. Des fois, tu fais que tu te sens un peu imposteur, là, mais bon, on finit par s'y faire, puis je pense qu'à force de créer des liens puis des bonnes relations avec le monde, ben, ils finissent par te faire confiance, puis ça part, ça va bien. En général, j'ai jamais vraiment eu de mauvaises expériences avec des clients ou du monde qui m'ont mal reçu ou quoi que ce soit. Là. Je dirais que dans toutes les années que j'ai fait de la représentation, là, ça a tout le temps bien été. Là. Ouais, surtout que là, tu pars avec une liste de clients, c'est du monde qui achetait déjà à coop. Fait que ça devient un peu plus facile là, d'une certaine façon. Ouais, tu as quand même une liste de clients, mais aussi tu as le mandat de développer, tu as le mandat d'aller chercher des nouveaux clients. Tu sais, il y a de la compétition. Là, tu en voles un, tu t'en fais voler, ça arrivait, puis c'était un peu. Faut aimer le côté compétitif un peu aussi. Là. J'ai tout le temps été sportif puis tout. Là, fait que j'aime la compétition. Fait que ça, j'haïssais pas ce bout-là non plus, là, d'aller des fois gagner un nouveau client ou vendre plus de sacs de semences ou d'engrais ou des affaires de même. Ça, je carburais à ça aussi. Là. Oui, okay, ben, avoir des défis en avant de soi, là. C'est ça. Fait que là, tu as découvert une région, tu pars de Varennes, tu es rendu en Estrie-d'Incôte. Ouais.
Ouais, pas mal, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. J'ai fait à peu près 3 ans, là, je dirais 2 ans et demi, 3 ans. Après ça, moi, il y a eu un poste encore de représentant, même chose, là, laitier et végétal, là, qui s'était ouvert là, plus dans mon coin, ben, un peu plus proche, en tout cas, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Dans le temps, il y avait une coop à Saint-Denis-sur-Richelieu, là. Maintenant, c'est tout annexé avec ce qui était Comax, puis je pense à Gisca maintenant, puis tout ça, là, mais fait que j'ai appliqué là, puis là, j'ai fait un autre 2, 3 ans là. C'est sûr que c'était plus une région à grande culture qu'une région laitière. Là. Il y avait le petit plan d'engrais aussi que je m'occupais au printemps, là, qui était ouvert pendant la période des semis. Mais là, j'étais un peu plus, tu sais, j'étais le seul représentant, tandis qu'à Coop des cantons, on était une équipe. Là. Donc, c'était plus un one-man show, tout ça. C'est une plus petite coop, là, mais j'ai aimé ça aussi. Ça m'a appris peut-être à gérer un peu plus, passer mes commandes, les inventaires de semences, commander les engrais, puis m'occuper du plan d'engrais, les employés là-bas, puis tout, ça a été une belle expérience côté gestion. Là. OK. Là, tu allais à Saint-Denis, tu travaillais à Saint-Denis-sur-Richelieu. Tu habitais à Varennes? Oui, j'habitais à Varennes, oui. Fait que là, tu, Moi, j'ai tu déménagé. prenais le traversier à tous les jours. Là. Il y a des petits traversiers à câble là, sur la rivière Ouais, Richelieu. ouais, ouais, il y a des traversiers, là. Ouais, je le prenais régulièrement. L'hiver, il faisait le pont de glace aussi, là, c'est la rivière à hauteur de Saint-Denis, mais des fois, je faisais le tour quand même par l'avant parce que le traversier veut pas, à 3 piastres et demi, à 7 piastres par jour, 7 jours semaine, fois 30 jours, ça finissait par paraître au niveau du coût, là. Fait que, des fois, le gaz était moins cher aussi. Fait que faire un détour en auto, ça valait peut-être la peine, là. Fait que des fois, je faisais le détour par l'avant, puis je passais par Saint-Hilaire, puis tout le long, là, du chemin des Patriotes, là. Ouais, je comprends. Puis c'est sûr que de Varennes jusqu'à l'autoroute 20, c'est pas si tant pire que ça, là. Non, c'est ça, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait un autre 3 ans là, puis j'ai trouvé que j'aimais mieux le côté grande culture que le côté laitier à Londres. Et puis, ben là, il n'y avait pas nécessairement cette opportunité-là à Coop là-bas. C'était pas assez gros pour qu'il y ait, pour avoir deux représentants, tu sais, un qui fait le laitier, un qui fait le végétal. Il y a eu une autre opportunité là, que j'ai eue là, de la compagnie dans le temps, Semico, qui était à Saint-Isidore de la Prairie. Euh, dans le fond, là, c'était les anciennes places de Pédigrain là, qui sont toutes rendues dans le giron de Synagri. Aujourd'hui, là, c'est plus rendu des marques de commerce, Simico et Pédigrain de Synagri. Euh, Fait que je me suis en allé là, j'ai été engagé là, et puis 1 ou 2 mois après que j'ai été embauché, on a su que le Synagri complétait l'achat de la compagnie Semico. Fait que j'ai comme été employé de Semico pendant 1 mois et demi peut-être. Là, après ça, ben, je me suis joint à toute l'équipe de Synagri, puis j'ai travaillé à partir là, du centre d'engrais qu'il y avait à Saint-Rémy. Fait que, ben moi, chez Semico, quand j'ai quitté Semico, il venait de perdre l'agence Island. Vous savez-tu que été racheté par Tabarouette, je me souviens pas. Ouais, ça a été racheté par Synagri, mais je pense que là, étant donné que Synagri avait déjà l'agence des câbles, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'Island est allé à. Je suis pas sûr, c'est pas à Gros Centre à un moment donné qui décide. Ouais, la grossante avait ramassé ça. C'est ça. OK. Fait C'est que, ça. dans Mais je le pense fond, que c'est dans la fusion, là, ouais. on s'est croisé chez Semico d'une certaine façon parce que moi, j'étais farmer dealer, je travaillais pas Ouais, là, je ouais, ouais. vendais pour eux autres, là. Fait que là, si t'étais à Saint-Isidore de la Prairie, t'étais avec Robert Barrette. Exact. Ouais. Ouais, ouais, j'ai travaillé pas mal avec Robert. Mais c'est bien entendu avec Robert. Là, ouais, on travaillait pas mal ensemble dans le Soya. Tu sais, c'est là qu'il y a le centre de conditionnement de Soya IP, là, dans le Oui. fond, là, à cette usine-là. Fait que j'étais direct là. Il y avait un gros entrepôt aussi de une phase 3 là, pour les herbicides et tout ça. Là. Fait que, ouais, j'étais dans ce bureau-là. Ouais, puis c'est pas tellement loin aussi de Ceresco. Non, c'est pas loin de Ceresco, c'est ça. C'était vraiment pas loin de Ceresco. Hein. C'est quasiment dans le même chemin, là. Ouais, ouais, ouais. Parce que me semble de là, on voyait très bien le site de Ceresco, à grosseur qu'il y Ouais, a, ouais. là. Ouais, ouais, on le voyait. Exactement, ouais. Ouais, C'était c'est assez ça. gros, c'était assez gros. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai été dans l'équipe de Synagri à partir de là pendant un autre 5-6 ans, là, principalement là, dans le coin de Saint-Rémy, mais je couvrais
Pas tout à fait jusqu'à Saint-Jean, là, mais Saint-Jacques-le-Mineur, puis après ça, les régions de Sherrington un peu. Puis là, je descendais aussi, je m'occupais dans le temps, je pense, de 4 à 5 farmer dealers, comme tu faisais un peu aussi, là, mais pour Sinagri des câbles, là, jusqu'à Huntington, puis c'est ça, Saint-Isidore, puis ces coins-là, là, Saint-Urbain premier. Fait que puis là, il y avait aussi le plan d'engrais là, de Saint-Chrysostome, dans le fond, là, dans le coin là, de Harwick là, qu'on a vendu finalement à des producteurs, à des clients qu'on avait là-bas. Là, on avait tout le temps de la misère. Tu sais, c'était pas un plan d'engrais qu'on avait ouvert à l'année. C'est encore là, c'était un centre d'engrais pour la période du printemps. Là. C'était Oh, pas oui. bien gros, fait qu'on l'ouvrait pour la période des semences pour donner une proximité aux producteurs, mais de tout le temps trouver du monde pour aller travailler là, 2, 3 mois par année, c'était pas tout le temps évident. Là. Fait que finalement, ce Effectivement. qu'on a fait, c'est qu'on l'a vendu. On a vendu ce centre d'engrais directement à des producteurs qui sont devenus farmer dealers pour nous autres, puis qui s'occupaient de la gestion du centre d'engrais aussi en même temps. OK. Ah, mais c'est quand même une bonne opportunité. Puis c'est sûr que dans ce Ouais. coin-là, ah oui, qu'on s'en vient dans une pointe, là, c'est quasiment. Il n'y a plus grand-chose, me semble, là-bas. Ça commence à être loin pas de tout, là, un peu, là. Ouais, là, c'est sûr, mais c'est dans le coin de Saint-Chrysostome, il y a quand même des belles terres. Là. Oh, oui, non, 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 je n'ai pas dit le contraire, là. Il y a des belles terres dans ce coin-là, pareil, là. Ben oui, ben oui. Ouais, ouais. Fait que c'était un peu ça qui était mon parcours, si on veut, plus côté représentant là, dans le domaine agricole. Là. Après ça, il y a eu la fameuse année là, où ce que le prix des engrais avait monté. Je me rappelle plus exactement c'était en quelle année, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire, là, mais ça avait monté, ça devait être quelque chose comme 2010, 2011, je sais pas, là. Et puis, il y avait eu l'avènement là, de FNA là, qui avait fait venir des bateaux dans l'engrais, puis tout ça pour essayer de réduire les coûts au printemps. Puis Oui, ça a été oui, bien oui, 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 oui. Oui, ouais. bon, ben. Pas mal 2000, ouais, peut-être ça, de 2010, 2009, 2011, là, dans ce coin-là, Ouais, là. dans ces années-là. Ça a été bien dur pour notre région parce que les producteurs, c'était assez, tu sais, dans le coin de Saint-Jacques-le-Mineur puis tout ça, même dans le coin de Saint-Rémy, il y avait quand même des producteurs avec des bonnes superficies, puis ces gars-là, ils allaient déjà chercher leurs engrais en vrac avec le camion, là, le 4 essieux, puis tout ça, là, puis là, finalement, il avait trouvé cette passe-là, puis on avait perdu quand même pas mal de volume d'engrais, fait que la compagnie a fait un genre pas de restructuration, mais il avait réaménagé un peu les territoires, puis tout ça. Puis moi, ben, comme que je venais de la région de Varennes, puis que j'habitais là, puis je connaissais pas mal de monde, puis que Sinagri venait de se construire l'usine à Contrecœur, il m'avait comme transféré à Contrecœur là, pour dire, gars, on va essayer de faire marcher cette usine-là, on va développer, puis tu as fait une belle job dans le coin ici, on voudrait que tu fasses la même affaire là-bas. Mais on dirait que j'ai trouvé ça un peu plus. C'est comme si ça m'avait un petit peu. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plus plate parce que j'avais déjà ma clientèle, puis j'étais bien établi dans la région où j'étais. Là, de recommencer à zéro, je me suis dit, Ouais, ouais, j'essaie-tu d'autres ouais. choses? Tu sais, je me suis remis un peu en question, là, j'essaie-tu d'autres choses? Et puis, comme de fait, c'est ça que j'ai fait. J'ai changé ma carrière pas mal, puis j'étais allé travailler pour la Banque Royale comme directeur de compte. Directeur de compte agricole. J'ai fait un stage, dans le fond, à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, j'ai eu mon portefeuille de producteurs, puis un peu de quelques transformateurs. Puis c'était pas ça seulement des producteurs, mais je m'occupais des comptes agricoles là, pour la Banque Royale. Là. J'ai fait ça un 3 ans. Mais le goût du terrain, le goût du champ m'a manqué un petit peu. Là. C'est pas mal de bureaux puis tout ça. Puis ça me ressemblait peut-être un petit peu moins. Et puis là, c'est là après ça que je suis tombé plus dans le grain. Après ça, là, je suis tombé, j'ai été travailler pour Novagrain. Là, j'ai fait pas loin de 7 ans. Au début, j'ai fait une couple d'années comme acheteur. OK. Puis après ça, je suis tombé, ce qu'ils appelait là-bas directeur de la mise en marché. Là, donc, je m'occupais de tous les autres acheteurs qui étaient là, acheteurs, vendeurs. Là, en tout cas, tout ce qui est achat, vente, j'avais aussi la logistique. Un bout de temps, j'ai eu la gestion des risques, le contrôle de la qualité au comptoir. Et puis, ben ça, j'ai aimé ça. J'ai fait un bon 7 ans là jusqu'à ce que la personne qui achetait chez Greenfield, avec qui j'avais une bonne relation, qui s'appelle encore Brian Ouimet, il a pris sa retraite. Et puis, ben là, moi, j'ai vu, écoute, c'est à 5 minutes de chez nous, puis c'est une place que je connais, puis
Puis j'ai le goût d'essayer ça. Fait que là, je me suis emmené chez Greenfield. J'ai sauvé un 2 heures de voyagement par jour. J'ai voyagé pendant 7 ans, là, de Varennes-Verchères jusqu'à Saint-Jean. Là, c'était, avec le trafic qu'on voit, c'est à 30 aujourd'hui. Je regrette pas mon move, là. Fait que là, depuis juin 2018 que je suis chez Greenfield. Parce que tu as voyagé quand même pas mal. Tu allais au cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, Tu travaillais chez Semico à Saint-Isidore, dans la ouais. Beauce, mais là, pas dans la Beauce, excuse-moi, en Estrie. Mais quand tu étais Mais en là, je restais Estrie, là. tu Je restais restais là. à OK. Sherbrooke. Ouais, OK. j'habitais à Sherbrooke, ouais. Ouais, là, ça faisait un peu moins loin, mais tu habitais encore Ouais, ouais. dans la ville. Après ça, quand tu étais rendu chez Semico, puis chez Snagri, tu étais encore à une petite trotte de chez vous, là. Ouais, ouais, je voyageais pas mal, là. C'est pour ça que là, ça m'a fait du bien. J'ai remarqué en faisant le move que c'est bien des heures que je passais sur la route, autant le matin que le soir en finissant. Tu finis de travailler à 5 heures, puis tu arrives chez vous à 6 heures, 6 heures et quart, mais cette heure-là, c'est un peu perdu, là. Quand j'ai commencé chez Greenfield, que je finissais 7-8 minutes plus tard, j'étais chez nous, là. Fait que c'est du temps de qualité. Aussi, ben, quand les enfants vieillissent aussi, tu dis, Colin, ça va vite. Moi, essayer de passer un peu plus de temps à la maison. Oui, oui. Ouais, ça change à vue d'œil en tabarouette à un moment donné, là. C'est ça, exact. Good. Fait que là, t'es rendu chez Greenfield Ethanol. Ouais, Euh, ben ouais, Greenfield Ethanol, je veux pas te corriger, on dit c'est Greenfield Global, OK. le nom de la Greenfield Ethanol, ça s'appelait comme ça quand ça a commencé. Puis ils ont changé de nom, ça fait, je sais pas, 5-6 ans là, peut-être là, pour Greenfield Global. Ouais, Ben écoute, Solio, on change de nom, puis on appelle encore ça la coop, là. ouais, c'est ça. C'est bien parfait. Fait que tu peux continuer avec Greenfield Ethanol, il n'y a pas de problème. Non, ben, j'étais allé au Costco l'autre fois, j'ai vu un monsieur, justement, avec encore une casquette Greenfield Ethanol. Fait que, Ah ouais, OK. hey, comment ça a commencé, ça, un peu? Si je me souviens bien, là, je pense que c'était comme un projet de la Fédération des producteurs, des producteurs de culture commerciale à l'époque. Ouais, en fait, oui, pour l'usine de Varennes, ça a commencé un peu avec ça, là. Mais ben, ça a commencé avec ça. Mais la compagnie comme telle, ça a commencé en 89. OK? Que la compagnie, là, que le monsieur Kenfield a acheté la première usine, dans le fond, qui était à Tiverton, en Ontario. Ça a commencé en 89. Après ça, il y a une couple d'acquisitions là, de distributeurs d'alcool, tout ça. Fait que, parce que la compagnie Greenfield, c'est plus des fabricants, des distributeurs et des embouteilleurs là, d'alcool. C'est principalement ça qui est le rôle là, de Greenfield, d'alcool de toutes sortes. Là. Fait que en 89 que ça a commencé avec cette usine-là à Tiverton. Après ça, il y a eu l'usine à Chatham. Chatham, ça a commencé, c'est en 95. Je regarde un peu de côté, là, mais j'ai mon petit tableau avec l'historique. Là. Chatham, c'est la deuxième usine qu'ils ont eu en 95. Et puis oui, après ça, il y a 25 ans, les producteurs, là, fait que c'est à peu près genre 98, quelque chose comme ça, là, le groupe Proéthanol s'est formé, là, ça a été un groupe là, qui a été formé, là, comme tu as raison, tu dis, là, c'est la Fédération des producteurs de culture commerciale qui cherchait plus d'opportunités de mise en marché pour le maïs. Et puis que là, ils ont formé un groupe qui s'appelait Proéthanol. Là, il y avait pas loin de 400 membres là-dedans, 400 producteurs de grande culture. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont engagé un consultant qui était monsieur Jean Roberge, qui est encore aujourd'hui à l'emploi de Greenfield, dans le fond, mais au début, c'est la fédération qui l'a engagé à titre de consultant pour essayer d'emmener une usine d'éthanol au Québec. Et puis, ce groupe-là, il a été formé, ça fait 25 ans. Ils ont fêté le 25e anniversaire à leur dernière Assemblée générale de Proéthanol là, au mois de mars. Fait que c'est ça, Proéthanol existe encore. Fait que ça a pris du temps parce que l'usine, elle est ouverte à Varennes en 2007. Fait que ça a pris un 8-9 ans là, pour réussir à amener l'usine, puis la construction, puis tout ça. Là. Donc, l'usine, elle a commencé sa production à Varennes en février 2007. OK. C'est ça. Fait que, ouais. C'est un peu ça qui est l'histoire. Et puis, à partir de là, ben là, l'usine, c'est sûr qu'elle a grossi. Là. Au début, l'usine, elle utilisait environ 330 000 tonnes par année de maïs. On utilise un peu plus que 100 000 de plus, là, donc 440 000 tonnes de maïs annuellement qu'on utilise à l'usine. Là. Fait que depuis 2007, il y a eu plusieurs investissements.
Et puis l'année, là, Varennes a ouvert en 2007, puis en 2008, il y a l'usine de Johnstown qui a ouvert aussi, là, un an plus tard. Johnstown, c'est pas bien loin de Varennes, là, c'est en Ontario, mais c'est à 2 heures et demie de route. Ben ouais, 2 heures et demie de route, là, c'est pas bien loin de Cornwall, là, en OK, Ontario, OK, donc OK. c'est pas si loin que ça. Donc on a présentement, puis en 2021, on a fait l'acquisition d'une usine aux États-Unis, au Minnesota. Donc présentement, on a Greenfield, on a 5 usines de production là, d'alcool. Il y a 2 usines qui sont dédiées à l'éthanol. Comme celle de Varennes, c'est de l'éthanol de grade carburant. Ça, c'est vraiment destiné là, à mélanger avec l'essence pour les stations-service puis l'automobile. L'usine de Winnebago qui est comme ça aussi. L'usine de Johnstown était comme ça. Là, on est en train de la changer, sa vocation. Puis les autres usines, là, c'est ça, on fait aussi de l'alcool pour le breuvage et puis de l'alcool de haute pureté là, qu'on appelle HPA, là, High Purity Alcohol. Dans le fond, ça, c'est pour tout ce qui est des utilisations industrielles et pharmaceutiques. Là. Ça peut être autant des solvants que du désinfectant pour les mains, un paquet d'affaires comme ça. Fait qu'on a comme 3 divisions chez Greenfield, là, la division haute pureté, la division breuvage et la division qu'on appelle énergie renouvelable, dont l'usine de Varennes fait partie de ça. Parce que dans le fond, quand vous avez des usines pour la boisson, par exemple, c'est plus un Mhm. alcool neutre, ou ce que là, Ouais. tu prends l'alcool neutre, tu peux la transformer pour faire des boissons. Là, je pense que tu Ouais, peux faire ouais, de la ben vodka à partir de ça, je crois. Je suis pas ouais, ouais, sûr, c'est là. ça. On a des compagnies qui nous achètent ça pour faire de la vodka. Il y a des marques de commerce sur le marché là, que tu sais, qu'on voit. Nous, Greenfield, on n'a pas de marque de commerce sur le marché, mais il y a bien des vodkas, puis aussi beaucoup tu sais, des prêts-à-boire qu'on appelle, là, tu sais, les White Club, puis les Mike's Hard Lemonade, tout ce qui est boisson blanche avec des saveurs dedans, des affaires Les, comme ouais, ça, là. les hard seltzer, je pense. Genre les Hard Seltzer, c'est ça. Fait que ça, il y en a beaucoup d'eux autres qui nous achètent aussi de cet alcool-là, ouais. OK, de l'alcool neutre. L'alcool neutre, c'est ça, c'est ça. Puis ben c'est ça le restant. Puis on a des usines là des usines ou des centres de distribution un peu partout là. Tu sais, on est actif dans 3 pays là. Bien sûr, il y a le Canada, les États-Unis. Puis depuis quelle année? Depuis 2020, on a un centre de distribution et d'embouteillage en Irlande qui est dédié plus au niveau pharmaceutique. Fait qu'au total, c'est 750 employés qui y a environ chez Greenfield là, dans ces 3 pays-là. Puis l'équipe agricole sur les 750, on est une dizaine. Donc, on n'est pas beaucoup pour approvisionner toute cette chaîne-là en maïs grain parce que c'est toutes des usines qui font de l'éthanol puis de l'alcool à base de maïs grain. Et puis après ça aussi, revendre les drèches puis les huiles qui sont produites là, un coup qu'on a fait l'alcool. Donc, dans tout ce monde-là, puis tout le back-office qui est gestion des risques puis la logistique puis tout ça, fait qu'on est une dizaine de personnes au total dans l'équipe, nous autres, ce qu'on s'appelle à l'interne de l'équipe agricole. Là. OK, OK. Fait que moi, Mais, je m'occupe. oui, mais vas-y, vas-y. Ben, je m'occupe de l'approvisionnement de l'usine de Varennes au niveau du maïs grain. Puis il y a Éric Léonard, qui est mon collègue ici au Québec, qui lui fait la vente de la drèche. Puis OK. on a 2 types de drèche, puis on a de l'huile de maïs qu'on vend à partir de l'usine de Varennes, là, à des meuneries ou à des éleveurs ou peu importe, là, à des utilisateurs de drèche. Là. Fait que lui, il s'occupe de faire la vente de ces produits-là. Là. Mais je savais que vous faisiez de la drèche, mais ce que tu m'avais pas parlé non plus l'année passée, c'était l'huile. Ouais. L'huile de maïs. Dans le fond, l'huile, elle vient pas du grain, mais juste du germe, là. Ouais. Ouais, c'est ça. On extrait l'huile de la drèche. Là. L'huile, comme tu dis, c'est extrait du germe. Là. Fait on extrait l'huile puis on la concentre un peu comme un érablière. Là. Tu viendrais visiter l'usine, on a une section qui ressemble pas mal à une érablière avec une série d'évaporateurs, dans le fond, qui concentre l'huile. Là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans une érablière. Là. Puis l'huile est vendue par après là, en citerne. C'est-tu parce que l'huile, il y a de l'humidité dedans, c'est pour ça qu'il faut que tu bouilles ou t'enlèves Ben, l'humidité là-dedans? ouais, peut-être pour enlever l'eau, là, je suis pas l'expert. Là. Eric, il serait peut-être meilleur que moi là, pour dire ça. Là, mais ouais, c'est pour le concentrer tout ce qui est parce qu'en enlevant l'eau, tu concentres un peu le même concept que la drèche. Tu sais,
Du maïs, ça a un 8-9% de protéines, mais on va vendre une drèche à 27-28 parce que tout ce qui est énergie, tout ce qui est amidon est enlevé. Donc, tout ce qui est dans le maïs, qui n'est pas utilisé pour faire de l'alcool, se retrouve concentré dans la drèche. C'est un peu la même affaire avec l'huile. L'huile est utilisée et vendue à des clients là, d'alimentation animale ou bien de biodiesel. Ah oui, OK. Même le biodiesel, parce que me semble on n'en voit pas tellement là, du biodiesel au Québec. Non, le biodiesel, c'est pas au Québec, c'est mis dans des wagons puis c'est vendu à des clients aux États-Unis. OK, OK, OK. Ah ouais. Oui, oui, oui. OK. Puis, euh, voyons, Colin, là, l'éthanol, tu sais, vous produisez de l'éthanol. Comment ça fonctionne, la fabrication de ça? Tu mets ça dans une cuve étanche ou... Ouais, ben c'est comme une grosse distillerie en fait là. C'est pareil quasiment comme faire de la vodka ou du whisky là. Dans le fond, on prend le maïs, on a des moulanges à marteau, fait qu'on fait comme une farine avec. Après ça, c'est mis dans des cuves avec de l'eau puis des enzymes. Les enzymes, ils sont là pour, si on veut, scinder les chaînes d'amidon, parce qu'une chaîne d'amidon, c'est une chaîne qui est assez complexe. Puis si tu fais juste mettre ça dans une cuve avec les levures, ben les levures vont avoir de la misère à aller séparer la chaîne d'amidon pour transformer l'amidon en alcool. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'au début, on a un procédé là, on met des enzymes, qui les enzymes vont aller couper, réduire la chaîne d'amidon le plus simple possible. Mais comme on sait, de l'eau puis de la farine, tu sais, c'est quasiment comme du cornstarch, là, dans le fond, là, de l'eau puis de la farine de maïs, mais ça fait quoi? Ça fait une genre de pâte. Fait que là, on a un petit procédé de liquéfaction là, pour ramener ça liquide pour que ce soit plus facile à passer d'un pompe, d'un tuyau puis tout ça. Après ça, ben là, c'est mis dans des cuves là, avec des levures puis pour la fermentation. Ça reste, je t'écoute de mémoire, c'est une soixantaine d'heures en cuve. C'est pas très long quand même. Là. C'est des Ah, c'est pas levures long. qui sont assez efficaces. Là. C'est des levures qui sont spécialement faites pour la production d'éthanol, de grade carburant. Puis ça prend à peu près une soixantaine d'heures. Et puis au bout de ces 60 heures-là, on sort, nous autres, ce qu'on appelle une bière que je boirais pas. Mais de pas être bien bon, mais ça sort un genre de liquide, mais qui est encore assez pâteux parce que là, le liquide du solide n'est pas séparé là encore. Mais ça sort quand même à pas loin de 15% d'alcool OK. quand ça sort de la cuve de fermentation. Après ça, là, il y a un procédé là, de distillation puis de centrifugation pour séparer le liquide du solide puis pour concentrer le 15% le plus possible. Donc, à partir de là, au niveau de la distillation, on vient en bout de monter ce 15% d'alcool-là jusqu'à 95%. Et puis, à partir de 95, là, il y a un autre procédé là, pour la montée jusqu'à 99,8,9% d'alcool parce que vu que ça s'en va, quand on fait de l'alcool neutre, comme mettons pour le breuvage, on va s'arrêter à 95%. Mais quand ça s'en va dans les autos, tu veux pas avoir 5% d'eau dans ton fuel, là. Dans Ouais, ton, ouais, dans ton ouais. gaz, là. C'est pas très bon de l'eau dans le gaz, il paraît. Fait qu'il faut ramener ça le plus près du 100% possible. Donc, on ramène ça à 99,9% d'alcool. Et puis après ça, ce 99,9% d'alcool-là, ce qu'on fait, c'est qu'on le contamine avec l'essence naturelle, parce qu'après ça, nous autres, il faut la revendre. Puis ben, on n'a pas au Québec de permis de vente d'alcool. Nos transporteurs, ils n'ont pas de permis pour transporter de l'alcool qui pourrait être consommable par nous, par les humains. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'essence dans l'éthanol pour s'assurer que la destination soit vraiment les raffineries, là. Puis aussi, en le dénaturant, tu sauves la taxe de l'alcool, de la régie Ben, de c'est ça. l'alcool et des jeux, là. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça qui est le procédé. C'est comme une grosse distillerie, là, c'est à peu près le même concept, là, que c'est du sucre, c'est des enzymes, puis c'est des levures. Parce que quand que ça fermente, sur ta cuve, as-tu des tuyaux qui récupèrent le CO2? Parce que, si je me souviens bien, là, dans l'éthanol, tu produis un tiers drèche, un tiers éthanol, puis un tiers CO2. Ouais, à peu près ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que oui, on a, parce que qu'est-ce que ça fait les levures, dans le fond, là, c'est que ça va prendre toutes
ton amidon, là, qui est du carbone, l'hydrogène, l'oxygène, puis en tout cas, tout ça un peu mélangé, là. Je n'énumérais pas la formule chimique, là, puis je la connais pas de toute façon. Mais les lovers, ce qu'ils vont faire, c'est que d'un côté, ils vont faire de l'alcool, puis ce qui va rester, ça va être du CO2. Puis le CO2, ben lui, il est récupéré au niveau de la fermentation. Et puis, lui aussi, il est revendu à une autre usine qui est juste là au bord de la rue chez nous, qui s'appelle Praxair, dans le fond. Eux autres, ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils font du CO2 pour les breuvages, là, dans les canettes de Pepsi, dans la bière, dans le Coca-Cola, là, sans nommer des marques nécessairement, mais tout ce qui est boissons gazeuses, puis tout ça. Puis ils font aussi, c'est une usine de glace sèche, là. Je pense que le CO2 rentre dans la production d'un peu de glace sèche là-bas aussi, là. Fait que eux autres, ils réutilisent notre CO2, on leur vend le CO2, puis c'est tout transféré par pipeline là, en dessous de la route. Puis l'usine est vraiment juste construite l'autre côté de la route de chez nous. Et puis, ben, l'autre tiers, c'est de la drèche puis l'huile. Fait qu'à Varennes, on a deux types de drèche. Une drèche sèche là, qu'on produit qui est passée dans des séchoirs puis qui est vendue soit à des meuneries qui font de la moulée ou ben non, des éleveurs de porcs qui viennent des fois chercher, tu sais, qui sont équipés chez eux pas mal, là, puis qui viennent chercher eux autres même le voyage de drèche. Puis on a aussi ce qu'on appelle nous autres une drèche modifiée, qui est une drèche humide, et puis qui a un peu de sirop de maïs rajouté dedans, là. Puis c'est destiné ça au parc à bœuf. Fait que c'est vendu. Ça, on garde pas des gros inventaires, tu sais, ça se conserve pas. C'est très, très, très humide, là. Enfin, c'est fait vraiment pour alimenter là, les parcs à bœuf directement. Ouais, puis il faut pas que ça niaise, là. Ça arrive dans le parc à bœuf, puis c'est sûr que tu ne dois pas en faire ben, parce que des parcs à bœuf, dans le coin, ça commence à être de plus en plus rare, là. Ouais, mais je pense que. Ouais, mais on ajuste, là, mais il nous en reste pas bien. Je te dirais que ce qu'on appelle le wet pad, là, qui est un peu à l'extérieur, là, que la drèche humide elle va dessus là, au niveau de la production. Mais le vendredi, on est pas mal vide. Là, il n'y a pas d'expédition qui se fait la fin de semaine, c'est la production. Puis le lundi, à partir du lundi, on commence à vider ça. Puis le vendredi. Fait que ça roule assez bien. Là. On est assez rodé avec nos clients, puis Eric, puis la logistique, là, puis ça roule pas mal parce qu'il y a de la circulation de camions pas mal sur le site, là. Oui, ça tourne comme un moteur, comme on dirait, là. Ah ouais, c'est ça. Ben là, présentement, là, avec le dégel qui est fini, on parle de pas loin de 45 camions de maïs par jour. Il doit y avoir facilement 10 à 12 camions de drèche sèche, les camions de drèche humide. Tu as les camions, une dizaine de camions d'éthanol par jour. Puis après ça, toutes les autres qui viennent livrer d'autres choses, puis tout ça, là. Fait que ça fait quand même pas mal de camions sur un site qui est assez à l'étroit, puis tout ça. Fait qu'il faut gérer la circulation pas mal là-dessus, là. Ben oui, Colin, c'est sûr. Ah, mais c'est pas mal le fun d'en apprendre un peu plus sur une entreprise, tu sais, agricole comme ça, là, tout le procédé, puis comment ça fonctionne, puis tout. Puis quand on parlait du CO2 aussi, là, tu sais, les boissons gazeuses, oui, mais moi, j'ai dans les équipements de soudage, tu sais, j'ai du CO2 là-dedans. Mettons, le gaz pour le semi-automatique, c'est du CO2. Tu sais, il s'est utilisé, Colin, partout, là. Il y a des bonbonnes de CO2 quand t'es mal. Je me souviens avec quelqu'un qui était mal pris, ça, il prenait des bonbonnes de CO2 parce que le feu était en train de prendre dans un silo d'ensilage, une patente de même. Ah ouais, OK. Le CO2 vient l'éteindre, le feu, là. Ouais, c'est ça, il enlève l'oxygène comme tel, là, mais ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que nous autres, étant donné que c'est du CO2 qui est issu de fermentation puis qui est de grade alimentaire, et je sais pas s'ils vont l'utiliser, s'ils vont l'embouteiller dans des bonbonnes comme ça, là, c'est beaucoup utilisé pour l'alimentation. C'est pour ça qu'il est mis dans des canettes, là, puis tout ça, là, mais ça se peut qu'il y en ait aussi, ouais. Oh, oui, mais il y a plein d'utilités. Puis tu sais, tout ce qui est tout ce qu'on fait avec le maïs, tout le bout de haute pureté, là, qu'est-ce qui est utilisé, là, j'ai nommé, c'est ça, les solvants, mais tu sais, il y a de l'alcool dans du rince-bouche, il y a de l'alcool dans du lave-vite pour les autos, il y a de l'alcool dans un paquet de types de solvants, il y a de l'alcool dans beaucoup de choses, là. Fait que on vient tout à bout de faire ça avec du maïs du Québec puis de l'Ontario. Puis, dans le temps de la pandémie, vous avez reviré un peu l'usine de bord pour être capable de fabriquer un peu plus de désinfectants en main, parce que là, il y avait une pénurie de ça, là. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait une pénurie de ça, puis aussi, c'est que il y avait
pas mal moins d'autos sur la route, hein. Tout le monde était à la maison, les commerces étaient fermés, les restaurants fermés, il y avait même des couvre-feux puis tout. Fait que la demande d'éthanol, elle avait chuté beaucoup parce que là, ils se vendaient plus d'essence, ben ouais, ou ben beaucoup moins. Et puis, il a fallu ralentir un peu la cadence de l'usine pendant quelques mois. Là, on a réduit la cadence, je me rappelle plus à quel pourcent là, de sa production, mais on l'a réduit jusqu'au minimum parce qu'à un moment donné, tu peux pas réduire la cadence d'une usine trop non plus. Et puis là, ce qu'on a eu, c'est une approbation temporaire là, de Santé Canada pour produire là, l'alcool de base pour le désinfectant à main. On ne produisait pas nous-mêmes le désinfectant à main. En fait, on vendait de l'alcool, comme je disais tantôt, qui était autour de 95% à des compagnies qui, eux autres, fabriquaient le gel désinfectant. Là. On a fait une coupe de camions citernes de ça, ce qui nous a permis de réaugmenter un peu la cadence de l'usine, puis de pouvoir garder l'usine ouverte 24 sur 24, puis d'essayer d'utiliser le plus de milices possible sans avoir à mettre du monde à pied comme tel. Là. Ouais. Non, c'est ça. Faut que ça continue de rouler pareil, là. C'est ça. Fait que oui, on a fait ça pendant la pandémie. Ça a duré quelques mois là, qu'on a eu l'approbation. Mais présentement, là, la demande de ça a rechuté un petit peu, puis la demande d'éthanol est revenue. Là, fait que ça marche à plein en éthanol d'agro-carburant. Ouais, parce que là, les routes sont pleines de chars, fait que... Ouais, c'est ça. Hey, pour terminer, Jean-François, je te suis sur ta page Instagram, puis Ouais. t'as pas mal, pas mal le goût de développer pour la bière, mettons, les bières de micro surtout, là. Peux-tu nous en parler un peu de ta passion que t'as là-dedans? Ouais. Écoute, ça a commencé, ça fait longtemps, là, même quand je pense que c'était dans le temps que j'étais au cégep avec deux de mes chums qu'on avait, on s'était mis à brasser un peu de bière, tu sais, pour le fun. Ça nous intriguait, puis mais tu sais, je pense qu'au début, c'est ça, c'était pour le fun, puis c'était des petites batches là, qu'on faisait ça sur le poêle. Écoute, on a commencé à rouler notre grain parce qu'on faisait tout le temps de la tout grain. Là. On s'est jamais acheté des kits là, déjà un peu tout fait. Là. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on s'achetait de l'orge qui était malté, puis on s'achetait du houblon, puis de la levure, puis on allait voir sur Internet là, des recettes. Puis, mais au début, pour moudre le grain, écoute, on faisait ça sur une genre de planche à découper avec un rouleau à pâte. Là. C'était long un peu. Puis au fur et à mesure, on s'est équipé. Là. On s'est acheté un petit moulin, puis là, un moment donné, ben, avec une manivelle. Et puis là, un moment donné, ben, on a mis un moteur dessus pour moudre notre grain. Puis tout ça, là, on s'est fait faire une petite panne chez Dominion Grims, là, les équipements d'érablière, dans le fond, une panne avec un faux fond pour être capable de filtrer justement les drèches et tout ça. Fait que on s'est mis à aimer pas mal ça, puis vu qu'on en faisait, ben on s'est mis à en boire pas mal, pas en boire nécessairement beaucoup, mais de varier et d'essayer plein de nouvelles affaires. Et puis j'ai tout le temps aimé ça. Et puis là, avec mes ados ici à la maison, il y a une couple d'années, on parlait de ça, là, puis on était en vacances, puis ils m'ont dit ça, mes filles, ben, tu pourrais te faire une page Instagram là, de bière, tu sais, vu que tu aimes ça, parce qu'à chaque fois qu'on allait en vacances, moi, je suivais ça un peu plus sur Facebook, les microbrasseries d'un peu partout, je te dirais, dans le nord-est de l'Amérique, que ce soit au Québec, pas mal, mais en Ontario, même aux États-Unis, fait qu'on était allé faire un petit voyage aux États-Unis un moment donné, puis moi, je les arrêtais, j'arrêtais tout le temps à l'école, il y a une microbrasserie, là, je vais arrêter, moi, aller m'acheter une coupe de canettes, je vais aller voir que ça a l'air, j'en entends parler, puis tout, puis à un moment donné, ben, mes enfants, ils me suivaient partout là-dedans. Puis là, un moment donné, ben, c'est ça, mes filles m'ont dit ben, tu pourrais faire une page Instagram là, ça pourrait parler de tes bières et tout ça. Il y en a plein qui, tu sais, t'es pas juste obligé de parler de toi là-dessus. Là. Ben, j'ai dit, OK, on peut essayer ça. Fait qu'ils m'ont parti ça sur Instagram. Puis là, ben, avec la force des choses, ben, j'ai rencontré pas mal de monde là-dessus. On s'est fait une genre de petite communauté là, de genre de beer geek, là, dans le fond, sur Instagram. Puis j'aime bien ça. Là. Je vais dans en tout cas, un paquet d'événements de microbrasserie, puis je partage ça, puis ouais, on se fait des shares qu'on appelle, là, dans le fond, on est une dizaine de personnes, mais tu sais, j'ai à peu près 2000 abonnés là, sur ma page, là, mais pour vrai, il y a une 10 à 15 personnes que je vois un peu plus souvent là-dessus, là, qu'on se voit, que c'est du monde du Québec, puis tout ça. Et puis qu'on est Gaïanin aujourd'hui qui est allé, il y avait une petite vente de bière là, d'une microbrasserie au Vermont, fait que lui, il a commandé ça en ligne un matin, il a fait un aller-retour au Vermont, il est revenu, puis on se voit samedi, puis lui, il va apporter une coupe de ces bières-là. Moi, je me suis amené des bières l'autre jour du Texas, fait que moi, je vais emmener, fait que dans le fond, on emmène toutes ces bières-là qu'on récupère d'un peu partout, puis qu'on se fait des petites dégustations. Comme ça, tu sais, si tu achètes une bière, une grosse bouteille de 750 millilitres, c'est le fun à boire, mais
mais t'as pas l'occasion, tu peux pas en boire 8 d'une soirée, là. Non, ouais. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on partage un peu nos découvertes qu'on ramasse un peu partout en gang, puis c'est ça qu'on fait, là. Fait que, ouais, ça, c'est une de mes passions, là, présent. Un bon hobby, là. Bon, oui. Puis, moi, je te suis sur ton Instagram. Puis souvent, t'as la sorte de bière, t'as le verre qui est avec. La microbrasserie. Ouais, mais. Tu dois avoir un méchant pan de mur avec une collection de verres, là. Ouais, j'ai une bonne collection de verres aussi. Là. Je suis moins. Il y en a qui sont fous raides, là, puis que, tu sais, parce que la plupart du temps, quand une microbrasserie sort une nouvelle bière ou sort une nouvelle gamme de bières, ils vont sortir le verre qui va avec. Et puis il y en a qui les achètent toutes, là. Moi, j'en ai quelques-uns. J'essaie d'avoir au moins un verre par microbrasserie, là, si je suis capable. Et puis j'ai beaucoup de merch quand même, là, des hoodies, des casquettes, des t-shirts, des bas. J'aime bien m'acheter ben des patins quand je vais dans les microbrasseries. Je m'achète ça. Quand je trouve les bouteilles qui sont belles, je les lave un peu. J'ai des tablettes là, ici dans mon sous-sol que je mets les plus belles bouteilles dessus. Puis les verres, quand j'essaie tout le temps de prendre des photos un peu différentes là, pour que ce soit original puis tout ça. Là, c'est le fun. L'été arrive, je vais pouvoir prendre un peu plus de photos dehors. Là. Mais d'habitude, à chaque fois que j'ouvre une bière, je la prends en photo. Je les publie pas toutes, mais souvent, je prends en photo, puis quand je trouve que la photo est belle, puis que j'ai bien aimé la bière, là, je vais faire un post, puis je vais publier la bière dessus. Là. Je pense que je prends plus de photos de mes bières que de mes enfants, là, à leur grand désespoir. Tes bières préférées, c'est quoi? IPA, des stouts ou... Ben, ça dépend de l'événement. Ouais, OK. tu sais, mais c'est sûr qu'une bière, une IPA, le style qu'on appelle New England, là, tu sais, comme je sais pas au Québec, la nord-est là, de Boréal qui est assez populaire, ou mettons la Tamailleur de la Gabière. Dans ce style-là, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est pas mal ma go-to beer que je peux avoir chez nous. Mais sinon, des fois, c'est que tu peux pas. Ça aussi, c'est assez amer, puis il y a beaucoup de houblon, puis tout. Un coup que tu en as bu deux, la langue commence à te piquer un peu, puis t'as moins faim, là. Fait que tu changes de style un petit peu, mais sinon, comme l'été qui s'en vient, c'est la piscine, ben, une sûre avec un petit peu de fruits dedans, ou une gauze, là, qui est faite avec du sel, souvent du sel de mer, puis ils rajoutent un peu de fruits, pas de la purée de fruits, là, mais souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que c'est vieilli sur des fruits, là, fait que ça, c'est intéressant. Puis l'hiver, ben, une journée plus froide, oui, je vais aimer les stouts qui sont un peu plus forts en alcool, ou même ce qu'on appelle des vins d'orge, là, ou barley wine, là. Ça, j'adore. Ça aussi, style Scotch Ale, là, qui sont un peu plus sucrés, mais là, tu vas arriver dans des bières à 8, 9, 10, 11, 12% même, là. Mais ça, je prends ça comme quelqu'un qui va prendre un Scotch, mettons, dans son salon un soir tranquille à côté du feu, un petit scotch, mais moi je vais me prendre un stout comme ça, là, un peu. J'aime bien les stouts qui sont vieillis en barrique aussi. Il y en a beaucoup qui font des brasseries, c'est que ils vont brasser un stout, puis ils vont utiliser des anciens barils de bourbon ou de whisky. Ils vont mettre la bière dedans pendant comme 1 an, et puis après ça, ils vont l'embouteiller. Et puis, ben ça donne un petit goût de boisé. Puis le goût du bourbon, il revient dans bien un bourbon whisky ou rhum ou tequila, ou peu importe dans quel baril qui a été utilisé. Là, tu vas goûter un petit peu cet alcool-là dans ta bière. Là. Ouais, Ben ça, je connais en une bière. juillet, quand il fait... Je connais une bière comme ça, là, la Perle Noire du Quai des Brasseurs. Là. OK, ben ça se peut, ouais. Une bière noire, en plus, c'est rare que je les aime, mais tabarouette, celle-là, c'est une bière que j'ai vraiment aimée. Là. Ouais. Non, fait que je couraille pas mal ça. Ma blonde, elle me suit pas mal là-dedans aussi. Elle trippe pas bière tant que ça, mais elle aime aller sur les sites. Tu sais, parce que souvent, la micro, ben, tu sais, ça appartient à un ou deux ou trois partners, puis souvent, c'est du monde qui se connaissait avant, qui avait une passion en commun, puis que là, ils se sont dit, hey, on va se partir ça. Fait que chaque microbrasserie a un peu sa personnalité aussi, puis là, elle aime bien ça, le côté, tu sais, les canettes sont belles, là, elle aime bien ça, le côté artistique, là, des canettes, puis d'être dans la brasserie, puis tout ça, puis ça, c'est le bout aussi que j'aime bien. Là. Ouais, c'est pas mal plus original que le Labatt bleu, mettons. Là, Ouais, c'est ça. le côté design, ça, là. Ouais. Fait qu'à chaque fois que je me promène, la plupart de mes vacances, puis de mes congés, puis tout, je prévois tout le temps 1 ou 2 visites de microbrasserie en faisant ça. Là. OK, dans la route, puis tout, là. Fait que, Ouais, c'est ça, ouais. c'est, mettons que tu aurais une bière à faire brasser à l'honneur de Greenfield Ethanol. T'aurais-tu déjà un choix de microbrasserie ou... parce que, tu sais, à cette heure, tu peux faire brasser par n'importe quel
Ouais. brasseur. Puis, tu sais, la canette est imprimée à laser, pareil. Fait que... Ouais, ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que vu que j'habite à Varennes, il y a une coupe de brasserie dans le coin, mais il n'y en a pas tant. Mais je suis un peu plus proche, là, à Boucherville, il y a Toltec qui sont là depuis 2 ans et demi peut-être. Puis je me suis rapproché pas mal d'eux autres. Puis ils font des très bons produits, là. Puis ça, c'est sûr que c'est à avoir à faire brasser une bière, surtout là, à ce temps-ci de l'année avec l'été qui s'en vient, là, une petite Pilsner avec un petit kick, avec un petit peu de houblon à la fin, un petit kick houblonné, là, c'est parfait, puis c'est bien bon à ce temps-ci de l'année. Là. Fait que, puis tout le monde va aimer ça, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va aimer les noirs, c'est pas tout le monde qui va aimer les IPA, mais ceux qui vont aimer les Pilsner, il fait juste donner un petit kick de quelque chose pour qu'elle se diffère justement des labels bleus de ce monde. Là. Fait que, C'est sûr qu'un amoureux de Bud Light, là, je suis pas sûr qu'il va triper à y donner de la IPA, mettons. Là. non, d'habitude, non. Là, mais gars, mon père, il a 72 ans, là, puis depuis 3-4 ans, il s'en achète plus de cette bière-là. Il a tout le temps eu sa Molson Dry ou sa bleue chez eux. Puis là, ben, depuis une couple d'années, il n'en achète plus pantoute. Là, au début, c'est moi qui allais acheter sa bière. Je faisais le tour des micros, là, je savais qu'est-ce qui était bon, puis tout ça. Là, j'y emmenais 7-8 bières par semaine. Il était bien content, mais là, maintenant, il est rendu autonome. Et puis, il fait ses affaires tout seul. Puis quand je vais chez eux, ben, il y a tout le temps de la bonne bière maintenant parce qu'il se l'achète pour lui. Là. Good. Puis, toi, c'est surtout aller acheter de la bière dans la microbrasserie ou tu vas dans une épicerie spécialisée de temps en temps? Ou... Ben, j'aime mieux aller dans les micros. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a une couple d'épiceries spécialisées. Là, tu sais, il y a tout le réseau Petite Frette au Québec là, qui ont pas mal de succursales. Puis après ça, il y a un paquet de dépanneurs là, qui sont spécialisés. Là. Il y a les dépanneurs qui sont membres là, je pense que c'est DBSQ, là, c'est les dépanneurs de bières spécialisés du Québec. Il y a comme un petit logo des fois. Là. Bon, puis ça, ils ont pas mal de sortes, mais souvent, les microbrasseries, ils vont garder les bières qui sont un peu plus rares pour vendre sur place. Puis ils vont aller vendre pas les bas de gamme, là, mais je veux dire les bières plus à grand public dans ces places-là. Mais si tu veux de quoi qui est un petit peu plus rare puis qui est moins disponible, mais souvent c'est directement dans les brasseries. Puis souvent, c'est aussi ce qui arrive, c'est que ça a commencé avec le début de la pandémie, ça. Quand ils brassent une batch de bière et puis qu'ils l'embouteillent, ben là, depuis le début de la pandémie, les brassistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des ventes en ligne. Comme il dit, ben là, mettons, un jeudi soir à 18h, on sort 5 nouvelles bières. Et là, ils décrivent toutes. Parce que je suis toutes les brassiers, justement, autant sur mon compte Instagram que sur Facebook. Et puis là, ben, le jeudi soir, c'est comme essayer de s'acheter des billets pour aller voir un band super populaire là, au Centre Bell. Là. Tu te connectes à 6h, là, puis là, tu essaies d'acheter tes bières le plus vite possible parce que souvent, à 6h03, il n'y en a plus. Bon, ouais, ça va vite, là. Fait que là, si tu fais ça, là, moi, j'ai mes 3 écrans, là. Souvent, j'ouvre 3 pages web, là. Puis parce que si mettons, tu veux les 5 bières, là, tu mets les 5 dans ton panier, puis le temps que tu passes pour payer avec ta carte de crédit, puis tout, mais là, les bières, souvent, tu les vois disparaître au fur et à mesure de ton panier. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que tu en achètes une à la fois, puis tu essaies d'aller le plus vite possible. Puis après ça, ben, il faut que tu ailles la chercher, là, sur place quand tu es disponible. Mais c'est souvent ça. C'est un beau défi aussi. Oui, ben il y avait eu une ouverture durant le temps de la pandémie, justement, parce que c'était pas possible de faire ça, là. Acheter de la bière en ligne, de la faire livrer, je pense. Tu peux pas te faire livrer, mais tu peux toujours pas te faire livrer, en fait. L'ouverture qu'il y avait eu pendant la pandémie, c'est les restaurants, les microbrasseries avec un restaurant, souvent, ils pouvaient livrer de la bouffe puis livrer une bière avec, mais tu peux pas juste commander de la bière, il fallait que tu commandes de la bouffe avec. Ah, là. OK, ouais, c'est beau. C'est ça, mais là, je pense plus que tu peux faire ça. Mais de toute façon, là, tu commandes en ligne, mais ils ne te livrent pas. Là, tu l'achètes, ils t'en réservent sur place, puis tu vas la chercher à la brasserie. Souvent, ils te donnent, mettons, une semaine pour aller récupérer ta commande. Là. Fait que là, quand tu peux, sinon, tu trouves quelqu'un qui y va, puis c'est ça, je fais bien des trades aussi. Là. Il y a des pages Facebook de trades de bière, justement, quand tu viens à bout d'avoir une bière là, importée, je sais pas, là, comme je disais, là, j'ai des bières du Texas que je vais faire goûter, mais tu sais, il y a des groupes là, qu'on peut faire des échanges de bières, là, puis il y a des gens d'évaluation de valeur secondaire. Des fois, tu peux acheter une bière, tu payes 15, 20, 25, 30 pièces, mais que quand tu la gardes puis qu'il y en a presque plus sur le marché, ben tu as bien que tu as payé 25 pièces, en vaut 75. Hein, tu sais, c'est un peu comme tout, là, une question d'offre et demande, là, quelque part. Là. Oui, c'est ça. Good. Écoute, Jean-François, je te remercie énormément pour
pour nous avoir tout fait raconter de ton histoire, dans le fond, là. Ah, ça fait plaisir, c'est bien le fun. Et aussi ta passion pour les bières de micro, puis tout. Fait que un gros merci pour ton temps. Et puis tout le monde, ben, je vous dis un gros merci vous autres aussi d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, à la prochaine. Salut! C'est bon, salut.